Bonsoir. Qui êtes-vous? Et où sommes-nous? Mais surtout, qui suis-je? Vous vous appelez Cunégonde? Non. Si. Non? Mais pourquoi non? Parce que c'est moche. Comment allez-vous? Des fois j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres ici. Mais non. Ah bah si, des fois je tourne la tête, il y a des objets qui ont changé de place. Mais ça c'est bizarre. Oui, un peu quand même. Moi je trouve pas. Et ça? Ça quoi? Non mais vous êtes vraiment en train de vous foutre de ma gueule là. Je dois partir mais je repasserai vous voir. Mais attendez, vous m'avez même pas dit votre nom. Vous pouvez m'appeler Monsieur Main. Ah comme non, c'est pas le pied. Pardon. Alex Proyas est un réalisateur, scénariste et producteur d'origine égyptienne, né le 23 septembre 1963 au Caire en Égypte. Il a débuté sa carrière en Australie où sa famille a émigré lorsqu'il était jeune. Proyas a réalisé plusieurs courts-métrages primés avant de faire ses débuts dans la réalisation de longs-métrages. Son premier film majeur est L'Esprit de l'air ou Les Gremlins des nuages, sorti en 1989. Cependant, c'est The Crow en 1994 qui l'a fait connaître au grand public. Malgré la disparition tragique de l'acteur principal Brandon Lee pendant le tournage, le film est devenu culte pour son esthétisme sobre et son traitement visuel distinctif. Fort du succès de The Crow, Alex se dira qu'il était peut-être temps de sortir ce scénario qu'il avait commencé à écrire début des années 90 et qui allait devenir son œuvre la plus emblématique, le chef-d'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui, Dark City. Comme je viens de le dire, Alex a écrit ce qui est devenu le scénario de Dark City au début des années 90. Il avait pensé le script comme un film policier depuis le début. Ça devait être une expérience subjective vécue par le personnage principal qui ne comprend pas ce qui se passe quand l'histoire commence. Il se réveille en plein cauchemar et il doit résoudre les mystères de sa propre existence dans cet univers. Alex disait aussi que tous les livres qu'il lisait, toutes les idées qu'il pouvait avoir, toute sa vision du monde, il les a mis dans ce film. Ouais moi aussi je fais ça quand j'écris un épisode. Hein. J'ai fini mon nouveau scénario. J'en peux plus de tes merdes. Lorsque le scénariste Lem Dobbs reçut le script, il avait tout de suite senti que celui-ci avait été écrit par un réalisateur et non par un écrivain. En tant que scénariste, il avait l'habitude de recevoir des textes réécrits par d'autres écrivains. Mais celui-là était différent car on ne lui avait jamais confié le script d'un réalisateur. Et il avait été très impressionné par la richesse visuelle de la créativité de Alex. Alex avait lu certains des scripts de Lem et il avait trouvé que Lem avait un style bien à lui. Il l'a rencontré, ils ont discuté, il lui a dit ce qu'il attendait du script et ils se sont tout de suite compris. Lem connaissait très bien le cinéma des années 40 et le cinéma noir. Quand je dis cinéma noir... Non, c'est parce qu'en fait, je voudrais pas que vous... Non, rien. Je voulais juste savoir comment t'allais faire pour te sortir de ça. Lem n'est pas allé en Australie tout de suite. Il a été engagé sur base de lecture de ses notes. Avec Alex, ils se sont téléphonés et le courant est tout de suite bien passé car ils avaient la même vision des choses. Alors il avait déjà le contrat en poche quand il s'est rendu en Australie. Et c'est très rare d'être engagé sans avoir rencontré la personne. Surtout que dans ses notes, il qualifie certains passages de clichés, hein. Donc en gros, si vous voulez percer à Hollywood, dites à votre réal que son scénar est rempli de clichés avec des passages prétentieux. Alors, vous en avez pensé quoi de ce scénario? L'histoire c'est un ramassis de clichés, les dialogues sont mauvais, les personnages sont écrits avec le cul. Ah, même pas le... Non. Ou quand le héros? Non. Ah. Parfait, je vous embauche. Oh, merci. Parce que franchement, à un moment, j'ai quand même eu un doute. Hein. Tout d'abord, le personnage principal s'appelait Walker dans le script original. Lem dit à Alex qu'il ne pouvait pas l'appeler comme ça, que c'était du déjà-vu. C'est le nom du personnage de Lee Marvin dans Le Point de non-retour. Aujourd'hui, un personnage appelé Walker a une connotation existentielle. C'est un homme qui cherche sa place sur Terre. Lem avait écrit un document de 9 pages qu'il a ensuite faxé à Alex juste après avoir lu son script. Ensuite, ils en ont discuté au téléphone. Voici les premiers mots de cette liste. Voici une liste d'idées que j'ai jetées pêle-mêle sur le papier. J'ai beaucoup aimé le script, alors sachez que mes critiques sont amicales. J'approuve la théorie de l'auteur. Je sais que mon rôle sera de faciliter l'écriture et d'aider le réalisateur à élaborer son film. Sachez que les indications ne sont pas gravées dans le marbre, elles seront simplement la base de nos discussions ultérieures. Alex m'a demandé si le script était trop ambitieux, on ne l'est jamais.
Il vaut mieux se demander ce que les spectateurs vont voir et ressentir à travers les messages sous-jacents. C'est beau. Alex savait au plus profond de lui qu'il devait tourner Dark City. Malheureusement, à Hollywood, les choses n'avançaient pas. Il avait envoyé son script à plusieurs personnes qui lui répondaient toujours la même chose, que le film n'était pas filmable. Un soir, Lem est allé dîner avec Alex et le producteur Andrew Mason chez le directeur de production pour parler du film. Ensuite, il ne se rappelle plus combien de temps après, mais il y eut un retournement de situation et leur film allait pouvoir se faire. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il se souvenait très bien de ce dîner chez Donald DeLine, avec qui il travaillera d'ailleurs par la suite, probablement grâce à la raison suivante. Donald a regardé Alex et lui a dit « Quand toi tu m'expliques, je comprends rien. » Puis il se retourne vers Alex Mason et lui dit Toi tu m'expliques, je comprends rien non plus. Puis il se retourne vers Lem et lui dit Par contre, quand lui explique, je comprends tout. Et Lem n'a pas compris pourquoi il lui a dit ça. Hein. Et moi perso, je vois qu'une seule explication. Quand lui il m'explique, je comprends rien. Quand lui il explique, mais je comprends rien du tout. Rien du tout, rien. Par contre, quand lui il explique, je comprends tout, mais tout. Alors, vous avez une autre explication? Mais d'après Lem, c'était quelque chose de récurrent. Les gens ne comprenaient pas la règle du jeu. À Hollywood, lorsqu'ils lisent un script, les cols blancs veulent comprendre les règles du jeu. Ils veulent tout calculer. Et ça énerve beaucoup de réalisateurs parce que pour eux, c'est pas une histoire de calcul. Comme Alex le disait, l'intrigue ne l'intéresse pas. Ce qui lui plaît, c'est, entre autres, cet homme à la recherche de lui-même. Et lors des réunions à Hollywood, les gens ne parlent que d'une chose, l'intrigue elle-même. Comment se déplace-t-il? Qui sont les étrangers? Ils veulent toutes les réponses. Mais les plus grands films n'offrent pas toutes les réponses. Ils laissent leur place à l'interprétation et permettent au spectateur de faire ses propres découvertes. Il ajoutera que le but n'est pas que le spectateur se sente perdu, qu'il s'ennuie ou qu'il soit complètement mystifié. Mais il ne fallait pas tout décortiquer pour laisser quelques ambiguïtés et de mystères. Comme dans la vie, il y a des zones d'ombre dans les coins et on ne sait pas tout de son voisin. Alors tout ça c'est bien beau, grosse histoire, gros développement, c'est bien cool. Mais ce qui devait arriver arriva. Au bout d'un moment, le studio de production initial Disney en a eu assez de la complexité de ce film et de ses incertitudes. Le projet n'était pas assez clair pour eux, alors que c'est justement ça qui le rendait postmoderne. Il ne s'agit ni d'un film de science-fiction, ni d'un film d'action ou de grand spectacle, ni d'un policier. Le film serait un hybride. David Goyer connaissait un cadre de la Fox, Sandy Patish, qui travaillait aujourd'hui chez New Regency. David déjeune avec lui et lui demande s'il a entendu parler de Dark City. Sandy lui répondra que oui, et qu'il cherchait quelqu'un qui aiderait Alex à rendre son film moins bizarre. Alors c'était exactement ces mots. David a donc eu une première version du script, puis en a discuté avec Alex. Mais à ce moment-là, David ignorait qu'il allait en fait aider Alex à rendre son film encore plus bizarre. Puis Todd Jacobson, le directeur de la Fox, se fait virer, et dans les grands studios, quand un responsable se fait virer, on balance tous les projets à la poubelle, car c'était l'ancien régime et qu'il faut mettre en place le nouveau régime. Les relations d'Alex avec le studio de production étaient tendues, car il voulait vraiment que son film soit hors du commun. Mais les studios lui proposaient soit de réduire le budget, soit le rendre plus grand public. Alors Lem et David se sont mis à aller caresser dans le sens du poil les studios afin de parvenir à une espèce de compromis. Mais tout ça en vain puisque de toute façon, quelques mois plus tard, le projet sera repris par New Line. Et il n'aurait pas pu rêver mieux car New Line est le moins intrusif des studios de production. Il allait enfin pouvoir faire son film comme il le voulait. La genèse de Dark City, même après avoir signé avec le studio, s'est avérée lente et laborieuse, car Alex tenait à ce que ce film soit vraiment singulier. C'est là qu'il a compris le mode de fonctionnement d'Hollywood. Plus le budget est important, moins le film doit contenir d'idées. Si vous voulez tourner un film hors du commun, il faut que le budget soit limité. Le problème c'est qu'Alex n'aurait pas pu réaliser ce film avec un petit budget. Un budget minuscule pour ce genre de film qui aura quand même coûté 27 millions de dollars. Ce qui faisait quand même pas mal d'argent à l'époque. Mais ça y est, c'est bon, le film peut enfin rentrer en pré-production. Lorsque le film entre en pré-production, le réalisateur a peu de temps à accorder à chaque corps de métier. Il court sans cesse d'une réunion à l'autre. Et il a beaucoup couru, le beau gras. Pour le casting, même si Rufus Sewell est un acteur brillant, ils avaient envisagé Johnny Depp pour ce rôle. Ce qui, d'après David, aurait pu être intéressant. Car même s'il joue un amnésique, c'est toujours Johnny Depp, ou un des personnages qu'il a pu interpréter auparavant. David ignorait si le film aurait été meilleur, mais il aurait été différent, car même s'il a
a perdu la mémoire, on se dit « Oh bah c'est Johnny Depp !» David pense que Alex avait Tom Cruise en tête pour jouer le rôle de Murdoch. Lem se rappelle qu'à l'époque où le film devait être produit par la Fox, quelqu'un avait prononcé le nom de Tom Cruise. Quelqu'un a dit « Tom est en train de lire le script, Tom est en train de lire le script !» Et tout s'est arrêté pendant un mois. Normal. Mais ce fut finalement Rufus Sewell qui eut le rôle de Murdoch. Le budget du film a bien dû jouer aussi. Lors des auditions, Alex a dit à Sewell que Richard O'Brien allait jouer dans le film. Alors Sewell s'est mis à imaginer la façon dont il pourrait jouer son personnage, et c'est exactement ce que O'Brien fera. Richard O'Brien, ce génie derrière le Rocky Horror Picture Show, dira qu'ils se sont tous très bien entendus. Personne n'avait la grosse tête. Tout le monde s'est comporté de manière agréable et sociable. Il dira qu'interpréter un des étrangers qui habitent le corps d'être humain était difficile, car il voulait faire passer des émotions, mais ça lui était interdit. Et c'est difficile car selon lui, un acteur aime transmettre une énergie, ce qui apporte de la profondeur à son personnage. Ils ont donc consacré toute une semaine aux répétitions, en se retrouvant à Sydney, autour d'une table couverte de raisins. Sewell racontera qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en manger, et qu'il ignore pourquoi. Il mangeait donc du raisin tout en lisant le script, ce qui donna quelques lectures aléatoires. Va dire ça aux familles des 10 gamines retrouvées mortes. Un des autres acteurs castés pour le film est Kiefer Sutherland, qui avait déjà, à ce moment-là, une belle carrière derrière lui. Sur le plateau, Kiefer s'amusait à attraper au lasso les gens qui passaient devant sa caravane. Et Sewell avait vite appris que s'il voulait aller acheter à manger sans être capturé, il fallait éviter la caravane de Kiefer, sinon il lui choperait le pied et le tirerait. Et il y en a qui s'amusent avec pas grand-chose. Sur sa caravane, Kiefer avait accroché une tête de taureau en plastique, et il s'entraînait avec son lasso. Un jour, il a demandé à Darius de faire 5 pas, et il lui a attrapé le pied dès le 3e pas. Qui l'avait quand même très impressionné. Puis des Australiens ont eu la bonne idée de lui offrir un fouet, car c'était ce que les cow-boys utilisaient en Australie. Alors du coup, Kiefer s'est mis au fouet. Tout le monde était excité, mais aussi un peu angoissé avant que William Hurt n'arrive en Australie. Car c'est un grand acteur multi-récompensé qui n'avait déjà plus rien à prouver, mais il avait aussi la réputation d'être très exigeant et difficile. Alors tout le monde était un peu en stress. Sewell apprécie beaucoup Hurt, et a donc essayé d'apprendre quelque chose de lui. Le tournage avait un rythme effréné, surtout les scènes de Sewell. Et il a été frappé par l'habilité de William à ne pas s'adapter à la cadence des autres. Il évoluait à un rythme qui était le sien. Le premier jour de tournage, Alex a appelé David et lui dit que William veut qu'on lui propose plusieurs options pour sa réplique. Il fallait donc écrire la même chose de 3 façons différentes. David a donc bossé jusqu'à tard dans la nuit en se disant « C'est William Hurt, l'acteur oscarisé ! C'est William Hurt, l'acteur oscarisé !» Il lui a donc écrit 3 répliques différentes. Le lendemain matin, il les a envoyées à Alex et Alex lui répondra « Il les a aimées, il va les jouer toutes les 3. » Alors à partir d'une réplique, il s'est retrouvé avec un monologue. Sewell trouvait que lui et Hurt étaient complémentaires. Sewell est du genre énergique et excentrique la plupart du temps, alors que William est plutôt calme et posé. Il avait envisagé plusieurs actrices pour le rôle de Jennifer Connelly, car elle n'était pas du tout la préférée des studios à l'époque. L'ironie de la situation, c'est que Jennifer Connelly est devenue une plus grande star que toutes les actrices auxquelles ils avaient pensé pour jouer ce rôle à l'époque. Comme quoi, les hasards de la vie. Richard dira que il se dit souvent que plus un film est noir, plus l'humeur est joyeuse sur le plateau. Tourner une comédie peut se révéler fastidieuse et même chiante, mais tout le cast dira qu'Alex était très drôle tout en restant concentré et attentionné envers son équipe. Richard dira d'ailleurs avoir beaucoup apprécié son look SM qu'il trouvait très rock'n'roll. Sacré Richard. Et d'ailleurs, en parlant de costume, je crois qu'il est temps de rentrer dans le cœur de Dark City, son incroyable univers. Oh, t'es obligé de t'emballer comme ça? Oui. Oh, tu me gaves! Pour le design des étrangers, c'est les mecs qui portent les imperméables dans le film. Ils se sont inspirés de Nosferatu. Ça, c'était, je pense, assez évident. Et de la mode des années 1900, où les hommes portaient des feutres noirs et de longs manteaux. C'est la costumière Liz Kog qui sera chargée de créer les costumes du film. Au départ, Alex lui montrera un dessin préparatoire réalisé par un artiste russe dont elle ne connaissait pas le nom. Il avait fait un dessin des étrangers qui était un mélange de costumes de théâtre et ils portaient tous un long manteau qui deviendra leur signe particulier. En plus de devoir créer des costumes bien précis, il avait aussi créé le village imaginé par Alex Proyas. Dans le film, les étrangers créent la ville en se basant sur nos souvenirs. Ils ont donc fabriqué un univers rétro et bizarre. Un étrange mélange d'éléments des années 40, 50, 60 et même 70. Au départ, ils se sont principalement inspirés des années 40, car c'était une époque formidable. Liz dira que les années 40 sont celles du rétro, et le rétro est futuriste. On retrouve cette atmosphère dans des films comme Brasil ou Metropolis, et s'en sont donc inspirés pour les costumes. Mais ils ont dû changer de cap
couleurs car Dark City n'est pas un film d'époque et ils ne pouvaient pas tomber dans ce cliché. Au bout d'un certain temps, ils ont ajouté des costumes différents pour apporter une touche plus représentative des années 60 et 70. Les chapeaux et foulards et quelques éléments typiques des années 40 ont été supprimés, même si dans l'ensemble ça évoque clairement les années 40. Le visuel recherché était typiquement un esthétique de l'Europe de l'Est représentative de l'expressionnisme allemand, comme dans Metropolis ou Blade Runner. En ce qui concerne la ville, ils se sont inspirés de films comme Dr Mabuse, Le cabinet du Dr Caligari, même M le maudit et évidemment Nosferatu. Alex a accordé beaucoup d'importance à la palette de couleurs du film. Il s'efforce toujours de la définir car il est très visuel. Et en limitant les couleurs, il dira qu'on peut accentuer le côté dramatique. Comme par exemple, le rouge du sang qui ressort d'autant mieux si on n'a pas vu de rouge dans le reste du film. Alex et Darius ont opté pour une lumière industrielle plutôt menaçante pour mettre au point un éclairage inquiétant. Alex voulait absolument avoir une palette de couleurs pour le monde des humains et une autre pour les étrangers. Et Darius eut une idée dont il était resté particulièrement fier. Quand il avait découvert les décors d'Alex, il avait trouvé que tout était très stylisé et qu'en apportant un élément contemporain et naturaliste, ça apporterait un vrai plus au décor. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est courant, mais à l'époque c'était interdit. Il ferait donc des essais en utilisant des réverbères comme ceux qu'on trouve en ville, des ampoules à vapeur de sodium qui donnent la lumière orange étrange et chaude, et des lampes aux halogénures métalliques qui donnent une lumière bleu-verte. C'est l'approche de Darius pour créer deux mondes distincts. Ils ont donc pris des catalogues de matériel industriel et ont installé leurs ampoules sur des réverbères très stylisés. Voilà donc pourquoi le film baigne dans cette atmosphère angoissante, jaunâtre et légèrement monochromatique. De rien. Et dans l'univers souterrain, ils ont opté pour des lampes aux halogénures métalliques ou pour un autre type de lumière froide, comme des tubes fluorescents qui donnent une lumière bleu-verte. Et en parlant de couleurs, il existe une loi qu'un réalisateur découvre lorsqu'il apprend le métier. Alex dira qu'il ignorait qui invente ces lois, mais un jour elles faisaient leurs apparitions. Et d'après cette loi, il ne faut jamais qu'un acteur soit vêtu dans le même ton que le décor. Et étant donné que c'était une loi, il a essayé de l'enfreindre pour prouver qu'elle était infondée. Oh, les rebelles! Dark City a été tourné en décor et des quartiers entiers ont été construits, ce qui arrangeait bien Alex qui pouvait donc faire tout ce qu'il voulait. Ça lui offrait une liberté concernant l'ordre de tournage des scènes, car on a construit toute une ville et elle lui appartenait. Les décors ont été créés dans un hangar qui constitue aujourd'hui les studios de la Fox à Sydney. Jusque-là, ce hangar était constitué de salles d'exposition, mais Alex a fait construire des quartiers qu'on pouvait traverser en voiture. Il y avait même de grands canaux qui ont été remplis d'eau pour la scène du canal à la fin du film. C'était un tournage traditionnel et c'est quelque chose à quoi il tenait. Il voulait que tout soit filmé et éviter les effets spéciaux numériques. Et les mecs s'en sont donnés à cœur joie, parce qu'en plus Alex adore les miniatures et il y tient beaucoup dans les films. Parce que c'était quand même une idée folle de tourner tous les plans larges avec des voitures miniatures. Et il fallait être un vrai fan de miniatures pour faire ça. La plupart des réalisateurs se seraient contentés de simplifier la poursuite. Mais pas Alex! Ils ont réalisé certains objets en plus grand, comme par exemple la seringue dont se sert Schreiber. Ils en ont construit une qui mesurait 1 mètre afin qu'une énorme aiguille s'approche de la caméra. C'était une macro miniature qui leur aura permis de faire un plan bien flippant de la seringue. À un moment, les étrangers emmènent Murdoch dans le monde souterrain. Ils ont donc dû construire des montagnes russes avec des marionnettes dessus à l'échelle 1/12. Et comme ils voulaient filmer un plan depuis le wagon qui plonge vers le monde souterrain, ils ont construit une plateforme à peine plus large que le rail. Ils y ont installé des petites caméras AIMO. C'est une caméra 35 mm qui restitue les mouvements de façon basique. Équipée d'un objectif de 10 ou 14 mm, il a mis une petite bobine de film dedans et ils l'ont placé sur les rails, derrière les petites marionnettes. Et le wagon a plongé dans le monde souterrain. C'était une solution traditionnelle pour que tout soit filmé. Ça a été projeté sur un grand écran, mais les colonnes sont en polyester. Aujourd'hui, tout le monde utiliserait des effets spéciaux numériques, mais il s'était juste dit « Oh, on va construire un chouette système !» Alex voulait qu'on soit mal à l'aise dans les intérieurs. Même lorsque deux personnages discutaient dans une pièce, il n'accordait aucun répit aux spectateurs, contrairement à ce qui se faisait souvent. Il tenait à ce que l'on n'oublie jamais qu'il s'agit d'un univers artificiel. Les décors ont été construits dans un espace restreint, minuscule, car il tenait à montrer à la fois le plafond et les murs. Darius venait de finir un tournage avec Tony Scott, qui lui avait appris une chose qu'il n'aurait jamais osé faire avant. Si on veut dissimuler l'éclairage dans un décor, il faut prendre une tronçonneuse et faire un trou dans le mur. Ah bah je comprends qu'il n'ait pas osé faire ça avant. Il se demandait où placer son projecteur et il finit par emprunter la tronçonneuse du charpentier. Les décorateurs australiens n'avaient jamais vu ça. Ah bah c'est sûr, quand un mec sort une tronçonneuse alors qu'on n'est pas en forêt,
Ça peut légèrement surprendre. Hein. Et à partir de ce jour-là, il n'avait qu'à demander et on lui découpait un mur en 5 minutes. Tu m'étonnes. Ils avaient plus ou moins 65 jours pour tourner le film. Mais ils se sont vite rendus compte que ça ne suffirait pas. Les producteurs leur avaient pourtant bien fait comprendre qu'il fallait boucler le tournage en 65 jours quoi qu'il arrive et qu'ils n'obtiendraient aucune rallonge. Alex a dû dire au studio que le montage n'aurait aucun sens car il n'avait pas tout tourné. Il faudra du temps pour convaincre le studio qu'ils avaient vraiment besoin de tourner les scènes manquantes. Le studio finira par comprendre en voyant une version du film qui comportait de nombreux trous et les ont donc autorisés à revenir plusieurs mois après pour 2 semaines de tournage supplémentaires. Finalement, le tournage aura duré environ 85 jours auxquels on ajoute les 6 semaines de préparation, ce qui fait presque 6 mois de tournage. Alex avait commencé à travailler sur le film lors des phases additionnelles de tournage. Il avait déjà la plupart des images, mais il lui manquait des scènes cruciales. Il dira que le plus gros défi à relever visuellement était de boucler le tournage. Ensuite, ils sont passés à une longue phase de post-production, qui a eu tendance à un peu s'éterniser. L'une des premières scènes que David a vu monter, c'est le moment où les étrangers arrivent dans l'hôtel et où on retrouve Murdoch. Et il dit avoir adoré. Le film est maintenant terminé et doit passer par la traditionnelle phase des projections tests. Pas la phase préférée des réals en général. Une projection test est à double tranchant. Tout va dépendre de la réaction du public. Si ça se passe bien, alors tout le monde nage dans le bonheur. On sait qu'on est sur la bonne voie. Bon, alors déjà, ils ont présenté une version inachevée du film à un public. Ça part pas ouf. Et ce qui devait arriver arriva. Alex a appelé David. Les studios voudraient qu'on écrive un prologue ou une voix off. Alors ils ont ajouté une voix off de la façon la plus discrète possible. La projection test s'est donc mal passée, alors que les films d'Alex avaient toujours été bien accueillis. Et c'est dans ce genre de situation qu'il commencera à douter, à perdre confiance en lui à un moment donné. Il a fini par se dire que les studios avaient peut-être raison, mais il faut que le public soit décontenancé. Le public n'était pas censé comprendre, et c'était tout l'intérêt du film. Alex voulait que les gens attendent la fin pour comprendre. Pourtant, après la projection, Alex a discuté avec un petit groupe en leur demandant si à la fin ils avaient compris. Et ils lui ont tous répondu que oui. Mais les studios s'opposaient à ce que le public soit obligé de réunir des indices au fur et à mesure. Ils voulaient tout clarifier dès le début. Comment mieux dire à ton public que c'est des cons? Lorsqu'Alex était en enregistrement avec Kiefer Sutherland, il a dû prendre sur lui, car ça lui faisait mal d'ajouter une narration au début du film. Alex a fait de son mieux, et David aussi. Et Lem leur a faxé une proposition dont il a toujours le papier, et il faut bien le reconnaître, ils étaient tous d'accord. Lem ne pensait pas que les gens de chez New Line étaient mauvais ou bornés. Si Alex s'était braqué, ils auraient probablement laissé tomber. David pense que les studios de production sous-estiment le public américain en ce qui concerne leur capacité de compréhension. Sans déconner. Mais que d'un autre côté, le public américain peut se montrer paresseux. Chacun son truc, hein. Les Américains c'est des paresseux et puis les Français c'est des râleurs. Lem dit que toute la beauté du film, c'est qu'il pose des questions. Mais peut-être que le sujet est trop vaste et trop complexe pour qu'on puisse y répondre. Mais quoi qu'il arrive, il pose des questions. Et nous, en tant que spectateurs, on prend note de ces questions. Puis on s'en va et on continue d'en discuter. Et c'est toute la beauté du cinéma. Alex a dit que la seule solution était d'ajouter une voix off au début pour permettre aux gens d'entrer dans le film. Ceci est un film de science-fiction et voici ce que vous allez voir. Mais Alex savait que le film aurait fonctionné sans. Et les gens qui auraient pu être intéressés par ce film n'avaient pas besoin de cette voix off. Ils font ce voyage car ce voyage leur plaît. Et ils n'ont pas besoin de tout savoir dans les 5 premières minutes. Et je suis tellement d'accord avec ça. En fait, ce qui a porté préjudice au film, c'est sa commercialisation. Il a été présenté comme un film d'horreur parce que les studios ne savaient pas comment le vendre. Ce genre de choses arrive très souvent. Quelqu'un fait un film très particulier, puis des gens arrivent et ils essaient de le vendre à un public qui ne l'appréciera pas, en excluant le public qui aurait pu l'apprécier. Les studios ont projeté le film à 3 membres de la Motion Picture Association of America. David a dû se présenter devant eux et leur faire un speech de 20 minutes. Il avait fait une liste d'arguments pour les convaincre que c'était un film tout public. Mais ils en revenaient toujours au même point et ils disaient « c'est juste trop bizarre », alors qu'ils n'avaient rien à lui reprocher en particulier. Alex a donc payé sa bizarrerie le prix fort. Il n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit qui aurait pu en faire un film interdit aux moins de 17 ans. Il le trouvait juste trop bizarre. Pourtant, le film sera bel et bien interdit aux moins de 17 ans à sa sortie. Et donc, quitte à être interdit aux moins de 17 ans, Alex a décidé d'y rajouter de la violence, de la grossièreté et des gens à poil. On se rattrape comme on peut, hein. La date de sortie du film a dû être retardée de plusieurs mois. Oui, parce qu'en plus d'une campagne marketing désastreuse, le studio avait choisi comme date de sortie la même date qu'un autre petit film qui aurait dû sortir en même temps. Un petit film pas trop connu, Titanic. Et comme il s'est imposé dans tous les cinémas pendant de longs mois, ils ont décidé de laisser passer un peu de temps pour que l'engouement passe. Ce qui n'arrivera jamais. Donc nous sommes le 27 février 1998
et Dark City sort enfin en salle. Dans la sombre et mystérieuse métropole de Dark City, un homme amnésique nommé John Murdoch se réveille dans une chambre d'hôtel, à côté d'un cadavre mutilé. Ignorant comment il est arrivé là et qui il est vraiment, John découvre rapidement que la ville est constamment plongée dans l'obscurité, avec la nuit prédominante, et que les souvenirs des habitants sont altérés chaque nuit par des forces inconnues. Alors que John tente de comprendre la vérité derrière cette situation, il se rend compte qu'il possède le pouvoir inhabituel, notamment la capacité de manipuler la réalité de la ville elle-même. Le film fera sans surprise un petit flop, ne rapportant que 27 millions de dollars au box-office mondial. Malgré les éloges de la critique, pour son esthétisme visuel unique et sa narration complexe, le film a eu du mal à attirer un public large à l'époque. Et se retrouver en salle à l'époque avec le mastodonte qu'a été Titanic, c'est sûr que ça a pas du tout aidé non plus. La plupart des gens l'ont vu en DVD et pas au cinéma. Alex entend toujours la même chose et il en a assez. On lui demande souvent « Ce film est sorti en salle ?» Je savais pas. Et ce sont toujours des gens qui ont adoré le film. Alors visiblement, la campagne marketing mise en place n'a absolument pas touché sa cible. Cible de gens qui auraient été prêts à aller voir un film comme Dark City. Seul un petit nombre d'entre eux l'a vu en salle. Tous les autres l'ont vu en DVD. De tous les films que David aura fait, c'est de Dark City qu'il est au final le plus satisfait. Lorsqu'il était encore étudiant, un prof lui a dit: faire un film est très compliqué et le projet peut dérailler pour 1001 raisons. Alors si à la fin de votre carrière vous êtes fier d'un seul de vos films, estimez-vous heureux. Et David a eu la chance d'en compter plus d'un. Mais pour lui, Dark City est celui qui se rapproche le plus de la perfection. L'équipe ne s'attendait pas à ce que le film fasse un énorme carton, mais Lem a été surpris par l'accueil chaleureux que lui a réservé des critiques comme Roger Ebert, et ça a suffi à faire son bonheur. Et pour ceux qui ne le savent pas, Roger Ebert était un critique ciné très connu et reconnu par le milieu, qui avait la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Richard trouve que c'est un film sans sas. Un jour il a dit à Rufus Sewell: honnêtement, on s'en fiche que ça cartonne ou pas au box-office, on sera payé quand même. Alors dis-moi, c'est pas génial de tourner dans un film sans sas? Et Sewell a acquiescé. Darius aurait aimé que le film s'adresse à un public plus large. Il trouve que ce film est un peu trop stylisé, trop intello, que ça aurait buté beaucoup de gens. Mais c'était le projet d'Alex, un projet qu'il a écrit quand il était étudiant. Sachez qu'Alex a toujours eu l'impression de ne jamais avoir terminé son film, comme s'il était resté inachevé. Alors maintenant qu'il a pu le boucler avec son Director's Cut sorti en 2008, il a enfin pu tourner la page et on est ravi. Lem est un fanatique de films et il est enchanté de pouvoir en posséder. Et il n'a pas besoin d'un immense écran plasma. Il dit qu'il peut les regarder sur son lecteur DVD portable. Il dit qu'il l'emmène avec lui en avion et qu'il regarde des films comme Laurence d'Arabie. Pour lui, le fond prime avant la forme. Oui, écran plasma et DVD portable. Ça date de 2008 tout ça. Hein. David et Richard ont dit qu'il leur était arrivé plus d'une centaine de fois d'être abordés par des gens qui leur disent « Dark City c'est mon film préféré ». À l'époque, Sewell n'avait tourné que 2 films. Le premier s'intitulait La Courtisane, puis il a fait Dark City. Et rien qu'en voyant la démarche de quelqu'un qui l'aborde, aux États-Unis en tout cas, il savait de quel film la personne allait lui parler. Il était très fier car il trouvait que Dark City était passionnant. Sa réalisation a été difficile et elle le serait encore plus aujourd'hui. Depuis, le film est devenu une référence du genre, alors aujourd'hui, les gens qui le voient veulent en savoir plus, comprendre comment toutes les choses se sont passées. À l'époque, Alex, Lem et David étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, mais pas autant que certains pourraient le penser. Ils essayaient de donner vie à ce film beau, étrange à la fois. Ils l'avaient comparé à un casse-tête. Ils voulaient forcer les gens à réfléchir. Toute la beauté d'un film, c'est qu'il est éternel. Il peut être redécouvert. Alex adorerait restaurer le film pour une nouvelle sortie en salle, car il estime que le cinéma est toujours la meilleure façon de découvrir un film. Mais il trouve que le DVD est très bien aussi, que les télés sont de plus en plus grandes, que les systèmes de sonorisation font de plus en plus de progrès et que la résolution des DVD s'améliore constamment, même si on est très loin d'une projection en salle. Et au final, le DVD pourrait bien doubler le cinéma. Et on parle ici de DVD, hein, parce que juste pour rappel, le Blu-ray a fait son apparition le 20 janvier 2006. Le plus gros regret sur le film d'Alex est la projection test. Elle lui avait sapé le moral de ce qu'il pensait du film et l'a poussé à prendre des décisions qui l'ont desservi, telles que l'ajout de cette voix off au début. Il pense qu'il aurait pu camper sur ses positions et de continuer à croire en sa vision des choses. Il avait avancé sur une direction qui n'était pas la bonne. Alors maintenant, il est ravi d'avoir pu faire demi-tour pour revenir à la version initiale du film. Pour la petite anecdote, Sewell a commencé la photographie pendant le tournage du film parce qu'il passait beaucoup de temps à attendre. Et à l'époque du tournage, il s'était acheté un appareil photo Noctilux, puis un Leica. Il prenait tellement de photos pendant le tournage qu'à un moment plus personne ne faisait attention à lui, ce qui lui a permis de faire les clichés absolument incroyables que je vous passe depuis un instant. Dark City aura laissé une empreinte durable dans le monde du cinéma
cinéma et de la science-fiction en raison de son esthétique visuelle unique, de sa narration complexe et de ses thèmes profonds. En ce qui concerne la science-fiction, le film a contribué à vulgariser le sous-genre de la réalité simultanée et de la manipulation de la perception, influençant des films tels que The Matrix en 99 des Wachowski. En somme, Dark City a laissé un héritage significatif dans le domaine du cinéma de science-fiction en proposant une expérience visuelle et narrative unique tout en explorant des thèmes philosophiques profonds. Son statut de film culte et son influence sur les œuvres ultérieures témoignent de son impact durable et sur la culture cinématographique et la science-fiction moderne. Pour le prochain film, on va parler de cinéma et d'entités démoniaques. Si vous êtes encore là, tapez étranger dans les commentaires. Sinon, le pouce bleu et l'abonnement, c'est super important pour le référencement. Sinon, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et on se revoit bientôt. Ciao!